La vibration de mon téléphone sur la table de chevet me fit l'effet d'un choc. C'était un mardi matin, frais et vif, le soleil commençait à peine à peindre les bords des stores de ma chambre. Je clignai des yeux, momentanément désorienté, jusqu'à ce que le son se répète, insistant. Groggy, je tendis la main vers le téléphone, plus par réflexe que par curiosité. Le nom à l'écran me serra l'estomac, un nom familier, nauséabond, qui ne me serrait pas maman. Je le fixai un long moment. Le minuscule appareil dans ma main devint soudain incroyablement lourd. C'est drôle comme quelque chose d'aussi petit pouvait avoir le pouvoir de briser le fragile morceau que j'avais construit. Ce morceau n'avait pas été facile à construire. Il m'avait coûté une famille, celle dans laquelle j'étais né. Bref, partir avait été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Une décision forgée dans les flammes de la trahison et du désespoir. Ils pensaient me briser, que je reviendrais en rampant. Ils avaient tort. Et ce jour-là, celui où je suis parti, n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début. Ma vie, celle que j'avais construite, pierre par pierre, ne ressemblait en rien à celle que mes parents avaient imaginée pour moi. Je n'étais pas leur enfant chéri. Ce rôle était exclusivement et inconditionnellement réservé à mon frère aîné, Jacob. Dès que j'ai compris le langage, j'ai compris la hiérarchie tacite de notre foyer. Jacob était le rêveur, l'entrepreneur, celui promis à la grandeur. J'étais le raisonnable, le responsable, l'arrière-pensée, l'enfant dont on attendait simplement qu'il soit là et fasse le nécessaire pour les véritables stars de la famille. Je me souviens d'une fois, à 10 ans, où j'ai surpris maman au téléphone avec tante Lydia. J'étais dans le couloir, à moitié caché par le panier à linge que je portais. Jacob a une telle étincelle, avait-elle dit d'une voix fière et indulgente. Il a cette qualité rare. On sait qu'il va loin. Puis un silence. Bennett? Oh, il est bon, fiable. Il fait tourner les choses comme si j'étais un meuble. Fonctionnel, sans prétention. Jacob, lui, réussissait ses études sans difficulté, grâce à son charme et à un minimum d'efforts. Des efforts subventionnés par mes parents. J'ai travaillé à temps partiel dès l'âge de 16 ans, à préparer des hamburgers, à remplir les rayons, à tout ce que je pouvais. Tout pour économiser pour les frais de scolarité et éviter d'être un fardeau pour mes parents, qui semblent toujours investir dans le dernier projet raté de Jacob. Quand je mentionnais mes propres efforts, il me faisait un signe de la main, distrait. Oh, Bennett, c'est sympa, disait maman. Déjà à moitié tournée vers le sujet suivant. Mais regardez Jacob. Il a une vraie vision. Cette nouvelle idée d'application, elle va rapporter des millions. Des millions qui ne se sont jamais concrétisés. Ce qui s'est concrétisé, ce sont des comptes en banque vides, des cartes de crédit au maximum et des murmures de plus en plus tendus entre mes parents après l'échec inévitable des entreprises de Jacob. Je les entendais tard le soir à travers les murs fins, chaque fois que je rentrais à la maison pour une visite. La voix basse de papa était cassante. Les réponses inquiètes de maman étaient cassantes, mais le récit ne changeait jamais. Jacob n'échouait pas. Non, il apprenait, prenait des risques, sortait des sentiers battus. Moi, je travaillais, je jouais la sécurité, c'était ennuyeux. Mes progrès à l'université, mon diplôme en finance, le stage que j'avais décroché, l'offre d'emploi pour laquelle j'avais bossé comme un dingue, tout cela n'était accueilli que par des hochements de tête polis. De brèves félicitations qui s'estompaient dès que maman évoquait les dernières nouvelles des projets passionnants, quoique ratés, de Jacob. Quand j'ai acheté ma maison à 29 ans, c'était censé être un moment de triomphe indéniable. Un tour d'honneur tranquille dont j'avais désespérément besoin. Chaque dollar économisé, chaque séance d'études nocturnes, chaque vacances ou soirée manquée, tout cela avait contribué à cet acompte. Je me souviens de la première fois où j'y suis entré. L'odeur de peinture fraîche flottait encore dans l'air, et la lumière filtrait à travers les fenêtres propres, caressant les murs nus de traînées dorées. Je me tenais là, entouré de pièces vides et de possibilités, les poumons remplis de fierté, une fierté pure et simple. C'était à moi. J'avais construit cette sécurité, cette stabilité, cette indépendance. Quand j'ai amené mes parents quelques semaines plus tard, maman est entrée. Elle a jeté un coup d'œil rapide. Oh, c'est bien, Bennett, a-t-elle dit,
scrutant déjà les alentours pour déceler d'éventuels défauts. Tu devrais refaire les joints de ces fenêtres bientôt, cependant. Et c'est de la moquette ou du stratifié? Papa a hoché la tête en passant une main sur le bord du plan de travail de la cuisine. Un investissement solide. Un capital important sur lequel on pourrait puiser plus tard, a-t-il dit, comme si c'était là le but. Un capital, pas une maison, une ressource, un outil, un chiffre sur un tableur. C'était douloureux, une sensation d'ennui que j'essayais d'ignorer. Même dans mon sanctuaire, leur vision transactionnelle de la vie, leur concentration sur les actifs et l'argent potentiel, me semblait une ombre. Ils venaient rarement me voir, mais la maison se dressait comme un défi discret à leur récit. Un symbole de mon autonomie. Ils ne savaient pas vraiment comment l'appréhender. La maison, le travail, la vie que j'avais construite discrètement sans leur contribution, sans l'ombre de Jacob qui planait sur chacune de mes réussites. Je pense qu'ils étaient confus, incertains de comment concilier la version de moi qu'ils avaient toujours gardée en marge avec celle qui avait, d'une manière ou d'une autre, bâti quelque chose de concret. Pendant ce temps, Jacob avait lancé son projet le plus ambitieux à ce jour, une start-up technologique qui, promettait-il, révolutionnerait le secteur. Le buzz était intense, alimenté par des communiqués de presse brillants, un site web élégant et les discours charismatiques de Jacob qui semblaient hypnotiser chaque pièce où il entrait. Mes parents n'arrêtaient pas de s'extasier sur le sujet. Jacob est sur le point de réaliser quelque chose d'énorme. Bennett, m'a dit maman lors d'un appel. Plus grand que tout ce qu'on peut imaginer avec son petit boulot dans la finance. Elle l'a dit d'un ton léger, presque taquin, mais le message était clair. J'étais petit. Jacob était un visionnaire. J'ai demandé à voir le business plan. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est mon métier. Chiffres, projections, durabilité. Ce que j'ai vu a déclenché tous les signaux d'alarme dans mon esprit professionnel. Les dépenses étaient inconsidérées. Les modèles de croissance étaient absurdement gonflés. Cela ressemblait plus à un pitch de film qu'à un business plan. Pourtant, j'ai essayé gentiment, Jacob, ai-je dit autour d'un café un après-midi. Tu prévois des revenus de plusieurs dizaines de millions la première année, mais ton taux de combustion actuel. M'a-t-il interrompu Bennett avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Tu ne comprends pas la disruption. Il ne s'agit pas de croissance régulière. Il s'agit d'impact explosif. C'est devenu sa phrase fétiche, répétée par lui, parée par mes parents, utilisée pour taire toute vérité dérangeante que j'osais dire. Les ennuis ont commencé à se faire sentir environ 18 mois plus tard. Les investisseurs se sont agacés. Les échéances ont été manquées. Les salaires n'ont pas été versés à temps. Jacob a sombré dans une spirale infernale, oscillant entre blâmer son équipe, le marché, la malchance, et se lancer dans de grandes promesses de redressement miraculeux. Et bien sûr, mes parents sont devenus ses plus farouches protecteurs, s'immisçant, se précipitant à sa défense à chaque conversation, trouvant des pré-relais, réclamant des faveurs, accentuant la pression sur quiconque osait exprimer des doutes, moi y compris. L'appel a commencé de manière assez anodine. Bennett, Jacob est très stressé, a dit maman un après-midi. Il travaille tellement dur. Puis, de manière moins anodine, il a juste besoin d'un petit coup de pouce pour traverser cette période difficile, a-t-elle ajouté quelques jours plus tard. Pourrais-tu lui prêter quelque chose? En attendant le prochain tour de table. J'avais déjà vécu ce genre de situation, par petite mensuration. Les soi-disant prêts temporaires accordés à Jacob ne sont jamais revenus. Je ne peux pas, maman, ai-je dit d'une voix calme. Mes économies sont bloquées pour l'instant. Elles sont pour mon avenir. Mais la demande n'a pas cessé. Ils sont devenus plus audacieux. Le ton est passé de la demande à l'attente, puis à l'exigence de ta maison, a dit papa un soir. Sa voix était bourrue, comme s'il était déjà en colère contre moi. Il y a une part substantielle de la valeur nette maintenant. Plus que suffisant pour payer les dettes de Jacob. Lui donner un nouveau départ. Mon sang se glaça. Vends la maison. Demandai-je, stupéfaite. Papa, c'est ma maison, ma sécurité. Ce n'est qu'un atout. Bennett. Maman intervint sèchement, sa voix tranchante dans le téléphone.
La famille est plus importante que les briques et le mortier. Jacob a besoin de ça. C'est ton frère. Alors dis-lui la même chose. Arrête d'essayer de construire des châteaux de sable et trouve un travail. La famille, c'est une question de sacrifice. Alors dis-lui de se sacrifier. Qui n'avait rien d'autre à dire, mais la pression devint incessante. Des appels quotidiens, des emails chargés de rappels passifs-agressifs sur la loyauté, les obligations et mon prétendu égoïsme. Les dîners de famille devinrent insoutenables. L'air de leur salle à manger, autrefois chargé de l'odeur du poulet rôti et de cette familiarité facile et réconfortante qui avait marqué mon enfance, portait maintenant quelque chose de plus âcre. Désespoir, accusation, une tension sourde et persistante qui s'installait dans chaque coup de fourchette, chaque grattement et chaque tintement de verre. Chaque regard ressemblait à une mise en accusation. Jacob restait assis là, boudeur ou agité, piochant dans son assiette ou se lançant dans de vagues tirades sur le fait que personne ne comprenait sa vision. De temps en temps, il marmonnait quelque chose dans sa barbe, juste assez fort pour être entendu. Ça n'avait aucune importance. Tout le monde avait déjà décidé que j'étais un raté. Les mots étaient lourds, incontestés. Mes parents se regardaient avec des expressions crispées, puis se tournaient vers moi avec une déception à peine voilée. Leur silence était plus fort que n'importe quelle accusation. C'était moi qui n'en faisais pas assez, celle qui le laissait se noyer. En ne sacrifiant pas ma stabilité, j'étais en quelque sorte devenue une partie du problème. Je me suis confiée à mon amie Linda. Nous nous connaissions depuis la fac. Tous deux, des professionnels de première génération qui savaient ce que signifiait se frayer un chemin sans filet de sécurité. Assise dans son salon douillet, une tasse en céramique ébréchée me réchauffant les mains, j'ai tout vidé. Ma voix s'est brisée sous l'épuisement de la retenue. Ils veulent que je vende ma maison, Linda ? Ai-je dit, presque incrédule, rien qu'en l'entendant à voix haute. Pour renflouer la start-up ratée de Jacob, elle cligna des yeux, stupéfaite. Ta maison ? Répéta-t-elle. Celle pour laquelle tu as travaillé si dur ? J'acquiesçai, les yeux fixés sur la vapeur qui montait de mon café. Bennett, c'est dingue, dit-elle d'une voix ferme, incrédule. Aucun parent ne devrait jamais poser une telle question. Ce n'est pas normal. Ces mots me frappèrent comme une vague. Une bouée de sauvetage. Un nom pour ce profond malaise que je n'avais pas réussi à exprimer. Il validait ce que j'avais ressenti, mais que je n'arrivais pas à accepter. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'exploitation. Purement et simplement. Cette pensée me serra la poitrine. Pas seulement de peur, mais aussi d'une colère qui s'accumulait lentement depuis des années. Je commençais à tout voir sous un angle différent. Chaque sacrifice passé, chaque réussite négligée, chaque dollar investi dans la prochaine grande idée de Jacob. Tout cela faisait partie d'un schéma, d'une lente érosion des limites qui avait inévitablement conduit à ce moment. Maintenant, ils utilisaient toutes les armes à leur disposition. Ils ont évoqué des choses de l'enfance, des choses pour lesquelles ils ont payé. Ton appareil dentaire nous a coûté des milliers de dollars. Bennett, m'a dit papa au téléphone un soir. Dans cette colonie de vacances, tu n'arrêtais pas de supplier pour y aller. On l'a fait pour toi. Chaque souvenir se transformait en une dette. Un solde qu'ils attendaient maintenant de moi. Non pas avec l'argent que je leur devais, mais avec le capital que j'avais bâti dans la vie que je m'étais construite. Après tout ce qu'on a fait pour toi, soupirait maman, la voix lourde d'une lassitude performative. C'est comme ça que tu nous remercies. Ils ont remis en question ma personnalité, ma loyauté, ma compréhension de ce que signifiait vraiment la famille. Ils ont dépeint Jacob comme un génie fragile, au bord de l'effondrement, tandis que j'étais présenté comme le frère sans cœur, accumulant des ressources en cas de besoin. Et ma maison, mon sanctuaire, l'endroit qui avait autrefois représenté chaque once de fierté et d'effort, a commencé à ressembler moins à un havre de paix qu'à une cible. Je traversais les pièces de ma maison, caressant du doigt les plans de travail lisses, m'arrêtant sur le seuil de chaque espace que j'avais aménagé. Debout à la fenêtre, je voyais le petit jardin que je cultivais, la lavande, les tomates grimpantes, la menthe rebelle qui poussait toujours trop vite, et une vague d'angoisse m'envahissait. Allais-je tout perdre ? La pression allait-elle me briser ?
L'anxiété s'installait en moi comme du plomb, pesante et constante. Mes épaules en étaient douloureuses, et le sommeil devenait lointain et inaccessible. Mon esprit tournait en rond, repassant les conversations, cherchant une version de l'histoire où je n'aurais pas à choisir entre l'autodestruction et la séparation de ce que j'étais, aussi tordu fut-il, toujours lié par le sang. Mais plus ils insistaient, plus le choix devenait clair et net. L'ultimatum arrivait le jour de Thanksgiving, un jour de gratitude, de famille, de chaleur humaine et de rire partagé. Au lieu de cela, nous étions réunis chez eux, la maison où j'avais grandi, qui semblait désormais stérile, comme un musée de faux souvenirs. J'étais assis dans le salon avant le dîner, le bruit familier du plancher sous mes pieds, les photos de famille au mur, m'observant comme des juges. Celle de Jacob et moi au bord du lac, enfants, souriants, bras croisés, me semblait particulièrement creuse. L'odeur de dinde rôtie, de farce au beurre et de tarte à la citrouille. Comme autrefois, cela signifiait le retour à la maison, maintenant, je n'en pouvais plus. La tension était palpable dès mon arrivée. Jacob était déjà là, pâle et voûté, mais avec une lueur de défi dans le regard, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Mes parents étaient fragiles, leurs sourires étirés, leurs mots prudents et étranges. La conversation tournait constamment autour de la situation de Jacob, tels des vautours survolant un cadavre, sans jamais se poser. Après le dessert, maman s'éclaircit la gorge. Bennett, dit-elle d'une voix mielleuse, le ton qu'elle employait toujours quand j'étais enfant et que la punition arrivait sous une forme de gentillesse. J'avais le ventre noué. Papa ne s'embarrassait pas de faux-semblants. Il faut qu'on parle. Sérieusement. Je posai ma fourchette, me préparant déjà à l'impact. On a épuisé toutes les autres options, dit-il, la voix crispée par la frustration. Jacob a besoin d'une injection de capital importante et immédiate. Le seul moyen d'y parvenir, c'est à maison. Ma fourchette heurta l'assiette. Le bruit transperça la pièce comme une lame. Quoi, demandai-je. Vends la maison, Bennett, dit maman. La douceur de sa voix disparut, remplacée par quelque chose de froid et d'acier, et la voiture. Cela devrait suffire à remettre Jacob sur pied et à rembourser les créanciers les plus pressants. Je les regardais. Ces deux personnes qui étaient censées me protéger, qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, et je ne les reconnaissais pas calmement, clairement, elles me demandaient de démanteler la vie que j'avais construite, de la vider de son contenu, pour sauver Jacob. Je me tournai vers lui. Il m'observait, les yeux écarquillés, quelque chose vacillait derrière. De la peur. De l'espoir. Je n'y comprenais rien. Il ne parlait pas, alors, ma maison, dis-je. Oui, répondit papa, déjà impatient. On a parlé à un agent immobilier. Il pense qu'on peut faire signer les papiers d'ici lundi. Lundi, répétai-je, la voix brisée. Ce n'est pas une négociation, Bennett, dit maman d'un ton ferme. Merci. C'est comme ça qu'on se sacrifie les uns pour les autres. Jacob est ton frère. Il a besoin de ça. Mais moi, alors? La question jaillit d'un coin de moi, à vif, et jaillit avant que je puisse l'arrêter. Où vivrais-je? Et mon avenir? Oh, ne dramatise pas, papa se moqua d'elle en agitant une main dédaigneuse. Tu es intelligent. Tu trouveras. Tu peux rester avec nous un moment. Il sourit comme si ça réglait tout. Il est temps que tu contribues pleinement à la famille, ajouta-t-il. C'était tout. Les mots restèrent en suspens. Coup de foudre final. J'avais contribué à la famille. Toute ma vie, tous mes efforts, chaque parcelle d'indépendance que je convoitais, se réduisirent à cet instant à un atout potentiel, une ressource à récolter pour mon fils préféré. Tout ce à quoi je m'étais accroché, tous les espoirs discrets, ce désir obstiné et enfantin de leur approbation véritable et sans contrainte, s'éteignit à cet instant. Mais des cendres de cet espoir brisé, quelque chose d'autre s'éveilla. Cela monta lentement, régulièrement, froid, dur, clair. Une colère légitime que je ne m'étais jamais autorisé à ressentir. Ils ne me voyaient pas. Pas vraiment. Pas comme un fils. Pas comme quelqu'un qu'ils aimaient. Pour eux, j'étais un compte en banque sur pied. Un filet de sécurité à arracher au moment opportun. Et c'en était fini.
Je posai ma fourchette. Le léger tintement contre l'assiette résonna plus fort qu'il n'aurait dû, comme une note finale. La table était plongée dans un silence sourd. Je regardais ma mère, le visage parfaitement immobile, gravé par l'attente. J'ai regardé mon père, la mâchoire serrée, les lèvres pincées d'impatience, puis Jacob, qui refusait toujours de me regarder dans les yeux. Non, ai-je dit. Ils n'ont pas réagi au début. On aurait dit qu'ils ne m'avaient pas entendu. Ou peut-être ont-ils pensé que je faisais une blague cruelle. J'ai laissé le silence planer un instant avant de répéter, plus fort cette fois. Non, je ne vendrai pas ma maison. Je ne vendrai pas ma voiture. Je ne tirerai pas Jacob de l'affaire. Les yeux de maman se sont écarquillés. Le visage de papa est devenu rouge. Que as-tu dit ? A aboyé papa en frappant la table du poing si fort que les assiettes ont tremblé. Non, ai-je répété en me levant. Ce que vous me demandez de faire est mal. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas une famille, c'est de l'exploitation financière. Leurs visages se crispèrent. Maman incrédule, papa furieux, mais j'ai persévéré. J'ai travaillé toute ma vie pour ce que j'ai. Cette maison est mon foyer. C'est ma sécurité, mon indépendance. C'est vous qui m'avez appris à travailler dur, à être responsable. Et maintenant, vous me demandez de tout balancer pour cet idiot qui poursuit ses foutus rêves. J'ai fait un geste vers Jacob, puis vers eux. Vous voulez que je m'immole par le feu pour vous tenir chaud ? J'ai dit d'une voix neutre. Je ne le ferai pas. Maman se leva d'un bond, la chaise raclant et basculant derrière elle. Sors de chez nous, hurla-t-elle. Sors de chez nous. Tu n'es pas notre fils. Nous te renions, cracha-t-elle, les yeux flamboyants. Vous m'entendez ? Vous êtes coupé. Papa était debout aussi, désignant la porte d'une main tremblante de rage. Tu vas regretter ça, Bennett, gronda-t-il. Tu n'auras rien. Rien. On va s'en assurer. Tu vas regretter ce jour. Jacob resta assis là, abasourdi. Puis ses lèvres se tordirent de colère, mais il ne dit rien. Mon cœur battait fort, l'adrénaline me submergeait. Je les regardais un par un, mémorisant la laideur qui déformait leur visage. Je me retournai et m'éloignai. J'attrapai mon manteau. Sans me retourner. Je sortis de la salle à manger, traversai le salon, passant devant les photos encadrées au mur. Ces photos, qui étaient autrefois des instantanés de souvenirs, me semblaient maintenant des artefacts d'une fiction à laquelle on m'avait fait croire. Ces visages souriants n'étaient pas de la famille. C'étaient des masques. Des mensonges. Puis je fus dehors. La porte d'entrée se referma derrière moi. Et soudain, le monde redevint silencieux. Le silence était glacial après tous ces cris. Le vent transperça ma chemise comme un couteau, mais je le remarquai à peine. L'odeur du pain me frappa. La couronne qu'ils avaient accrochée pour les fêtes. Gai et vif, totalement déplacé. Le lien était coupé. Quelque part dans cette âpreté, au plus profond de la douleur, une lueur fragile s'éveilla. Pas de chaleur. Pas encore, mais quelque chose. La liberté. Je me dirigeai vers ma voiture, ouvris la portière avec des doigts raides et montés. Le moteur démarra avec un léger bourdonnement, un son réconfortant. Je conduisis lentement, méthodiquement, chaque rue m'étant familière. Chaque virage me ramenait à moi-même. Chez moi. Ma maison. La maison que je n'avais pas promise aux échecs d'autrui. Elle attendait, silencieuse et solide. Des lumières brillaient doucement à travers les fenêtres. La silhouette familière se découpant sur le ciel qui s'assombrissait ressemblait à un ami attendant au bout d'une longue route froide. Ce n'était plus seulement une propriété. C'était une forteresse, un sanctuaire, le mien. Le garder signifiait que je n'avais pas tout perdu. Pas cette nuit-là. Cette nuit-là n'avait marqué que le début. Le début de quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Une autre vie, une autre vérité. Puis vint le silence. Plus d'appels, plus de SMS, plus de mails depuis des semaines. C'était exactement ce qu'ils avaient promis. La déception était au rendez-vous. Froide et totale. Le silence était oppressant au début.
Un silence pesant et étouffant. Le chagrin m'enveloppait comme une épaisse couverture de laine. Trop chaud, trop irritant, impossible à secouer. Pas seulement le chagrin de la nuit elle-même, mais de tout ce qui avait précédé. De l'illusion de la famille, du fantasme auquel je m'étais accroché plus longtemps que nécessaire. Thanksgiving n'était pas seulement gâché. Il était vidé de son contenu. L'idée de famille, de table partagée et de gratitude était fissurée. Je me sentais dérivée, sans attache. Linda était mon ancre. Elle écoutait sans m'interrompre, sans chercher à arranger les choses. Elle restait assise avec moi dans le silence, dans la douleur. Quand j'ai commencé à douter de moi-même, à me demander si j'avais peut-être réagi de manière excessive, elle m'a interrompu doucement mais fermement. Leur réaction prouvait que tu avais fait le bon choix. Bennett, dit-elle d'une voix basse et posée. Il n'a jamais été question d'amour. Ils ne t'appréciaient que pour ce que tu pouvais leur donner. Elle m'a touché la main. Ce n'est pas de l'amour. Ces mots. J'ai atterri dans les creux, les ai remplis de quelque chose de solide, de réel, le respect de soi. Ça ne s'est pas fait d'un coup. C'était lent, laborieux. Un jour, j'allais bien, fonctionnel, même, et le lendemain, je retournais au gouffre. Mais petit à petit, la douleur a commencé à se dissiper, à changer de forme. Le chagrin est resté, mais il a commencé à partager l'espace avec la colère, la lucidité, une estime de soi intense que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis investie dans le travail, dans ma maison, dans la construction d'une vie où je n'avais pas besoin de leur approbation, où leur absence n'était pas une malédiction, mais un espace que je pouvais remplir de quelque chose de ma propre création. La maison a cessé d'être juste un toit et des murs. Elle est devenue un symbole de résilience, de défi, de choix personnel. J'ai commencé une thérapie. Au début, j'ai résisté. De quoi parler, au fond? Mais une fois que j'ai commencé, les vannes se sont ouvertes. J'ai parlé d'années de piètre performance, d'utilité, jamais appréciée, d'apprentissage de ma valeur, à l'aune de mon utilité. Ça a fait un mal de chien. Mais c'était nécessaire. Petit à petit, je me suis débrouillée. Puis la nouvelle a commencé à arriver par l'intermédiaire de cousins, de la famille, d'amis, de connaissances communes qui ne prenaient pas parti, ou du moins faisaient semblant. L'entreprise de Jacob battait de l'aile. Les ennuis juridiques s'accumulaient. Les créanciers affluaient, de plus en plus nombreux. Et mes parents, privés de mon aide, étaient désespérés. Ils avaient contracté une deuxième hypothèque sur leur maison, une énorme, puisée dans leur compte retraite, ce censé leur durer le reste de leur vie. Ils avaient même emprunté à des amis, à des proches, à des gens qui croyaient à l'image soigneusement préparée qu'ils avaient toujours projetée. Tout cet argent, ces risques et ces mensonges, tout cela canalisé pour maintenir Jacob à flot, tout cela pour préserver leur façade sociale. Ils avaient doublé la mise sur un pari perdant, utilisant leur propre sécurité alors qu'ils ne pouvaient pas me forcer à utiliser la mienne. Et quand les murs ont commencé à se refermer, les appels ont commencé. Pas de maman, mais de papa. Sa voix, d'habitude si posée, même l'air suffisant, il était à peine reconnaissable. Il tremblait de panique. Bennett, on a de sérieux ennuis, dit-il presque dans un murmure. C'est pire qu'on ne le pensait. Je n'ai rien dit. J'ai juste porté le téléphone à mon oreille et laissé le silence s'éterniser. Il l'a comblé. Jacob, les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait. Certains investisseurs menacent d'intenter une action en justice. On a atteint le plafond du deuxième prêt hypothécaire. Les comptes sont vides. On ne savait pas quoi faire d'autre. Pourtant, je n'ai rien dit. Puis maman a appelé. Son ton était confus, suppliant, mais avec ce ton familier de reproche, elle ne pouvait pas vraiment se cacher. On ne sait pas quoi faire, Bennett, dit-elle rapidement, essoufflée. Jacob, c'est juste, c'est trop. Tu dois nous aider. Et puis, sans la moindre ironie, la famille aide la famille. Cette phrase, cette seule phrase, son audace m'a coupé le souffle. Après tout, après qu'ils se soient retournés contre moi, après m'avoir exclu, après leur licenciement cruel et calculé, ils étaient de retour. De retour pour la chose même que j'avais refusé de donner la première fois. Ma bouée de sauvetage,
mon avenir, ma sécurité. Parce que leur pari sur Jacob avait échoué. Parce que leur fils chéri avait tout brûlé. Et maintenant, ils voulaient que je les aide à trier les cendres. Mais je n'étais plus le même homme qui était resté assis tranquillement à cette table de Thanksgiving. La douleur était toujours présente en moi, vive et profonde. Mais maintenant, elle était atténuée. Atténuée par le temps. Par la guérison, par la force silencieuse et dure que j'avais trouvée en me choisissant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai écouté. J'ai gardé une voix calme, voire mesurée. D'accord, ai-je dit. De combien parlons-nous? Ils ont bafouillé. Chiffres vagues, références confuses à des prêts, menaces juridiques, formulations vagues sur le capital relais et malentendus. J'ai insisté. Qui sont les créanciers? Surtout des entreprises, quelques banques, a dit papa. Rien de trop grave pour l'instant. As-tu parlé à un avocat? Silence. Puis maman est intervenue. On n'a pas d'argent pour ça maintenant, Bennett. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. Bien sûr que si. Et toujours pas de responsabilité. Aucune reconnaissance de leur rôle. Juste la faute de Jacob. La faute de la malchance. La faute de tous les autres. C'était la même rengaine, juste plus forte et désespérée. En raccrochant, j'ai ressenti un étrange mélange de pitié et de détachement froid. Une partie de moi avait mal. Bien sûr que si. Mais il y avait autre chose en dessous. Quelque chose de ferme, de clair. Je savais exactement ce que je devais faire. Pas pour eux, pour moi. Pour m'assurer d'être en sécurité, libre, protégé de toutes les conséquences qui les attendaient. J'ai contacté l'avocate que Linda m'avait recommandée des mois auparavant. Madame Evans, vive, pragmatique, et exactement ce dont j'avais besoin. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau, un endroit calme et ensoleillé avec tapis épais et lourdes étagères. Je lui ai tout raconté depuis le début, le favoritisme, les années de coupe subtile, l'ultimatum de Thanksgiving, le silence qui a suivi, les appels récents, le désespoir, le « s'il vous plaît ». Elle est restée assise, absorbée, prenant note de temps en temps, posant une question brève et précise. Quand j'ai eu fini, elle a posé son épingle et s'est adossée à sa chaise. « Tes parents n'ont aucun droit sur tes biens, Bennett, a-t-elle dit sans détour, surtout après t'avoir explicitement désavoué. Leurs tentatives de pression sur toi sont peut-être moralement répréhensibles, mais elles ne sont pas illégales. Du moins, pas prises isolément. » Elle a marqué une pause, a repris sa plume. Mais vu l'ampleur de la faillite de ton frère et le nombre de créanciers impliqués, il y a une possibilité que nous devions envisager. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Il pourrait commencer à examiner les actifs que Jacob aurait pu transférer à tes parents, ou même les dons importants qu'ils auraient pu faire. J'ai hoché lentement la tête, le cœur serré. Et s'il le faisait, nous devons nous y préparer, a-t-elle dit d'un ton ferme. Je vous recommande d'examiner attentivement la structure de l'entreprise de Jacob. Comprendre précisément comment elle s'est effondrée. Cela pourrait nous indiquer où est passé l'argent et si une partie de celui-ci pourrait vous revenir en pleine figure par le biais de réclamations indirectes. Son enquête a commencé discrètement et méthodiquement, à l'image de Madame Evans elle-même. Sans supposition, sans raccourci. Elle a passé au crible tout ce que je lui ai fourni, puis a creusé plus profondément, et ce qu'elle a découvert allait bien au-delà d'une simple mauvaise gestion financière. C'était une fraude manifeste et délibérée. Elle m'a convoqué dans son bureau quelques semaines après notre première rencontre. Son ton au téléphone était sec. Calme, comme toujours, mais avec un ton nouveau. Quand je me suis assise en face de son bureau, elle n'a pas perdu de temps. Bennett, dit-elle en joignant les mains. Nous avons trouvé des emails, des dizaines, des rapports falsifiés, des virements bancaires déguisés en dépenses d'exploitation légitimes. Il ne perdait pas seulement de l'argent. Il escroquait activement investisseurs et prêteurs. Je n'ai rien dit. J'avais la nausée, mais j'ai hoché la tête pour l'inciter à poursuivre. Il a créé une série de faux paiements fournisseurs, m'a-t-elle expliqué en faisant glisser un dossier sur le bureau. Sociétés écrans, factures falsifiées, certaines au nom d'amis,
quelques-unes directement redirigées vers des comptes personnels. Il y a une intention constante ici. Ce n'était pas seulement de l'incompétence. C'était criminel. J'ai ouvert le dossier, parcouru quelques lignes. Nom, montant, date. Le nom de mon frère dans la ligne de démarcation, sa fausse signature cordiale. Meilleur Jacob, comme s'il organisait un déjeuner au lieu de siphonner des dizaines de milliers de dollars. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Au moins 2 ans, a-t-elle répondu. Peut-être plus. Le premier cas confirmé remonte à 26 mois. La plupart des informations sont enfouies sous le charme et la manipulation, mais il savait pertinemment ce qu'il faisait. J'ai dégluti avec difficulté. Et mes parents? Elle a hésité. Puis elle a pris un deuxième dossier, plus fin, plus lourd, d'une certaine manière. C'est là que les choses se compliquent. J'ai attendu. Il y a des emails entre Jacob et tes parents, a-t-elle dit prudemment. Ils étaient au courant, au moins en partie, de ce qu'il faisait. Peut-être pas de tous les détails, mais suffisamment. Suffisamment pour savoir qu'il ne faisait pas que brûler les étapes. J'ai serré les dents. Elle a poursuivi. Il y a un fil de discussion où il parle des menaces des investisseurs, et ta mère lui répond avec des conseils. Reste calme. Propose de petits paiements si nécessaire. On s'en occupera temporairement. Ce genre de choses. Elle a ouvert le dossier et m'a montré une copie imprimée. Tiens, a-t-elle dit en tapant une ligne. C'était mon père qui répondait à Jacob. Ne nous fais rien payer. Gère ça discrètement. On verra ce qui se passe avec les comptes plus tard. Je me suis adossée à ma chaise. Il n'était pas simplement dupé. Il n'était pas innocent. Victime de l'imprudence de Jacob. Il l'avait aidé à la cacher. Seigneur, murmurai-je. Ils ont utilisé leurs propres fonds pour combler les écarts initiaux, ajouta mademoiselle Evans. Le produit du prêt hypothécaire, très probablement. La précipitation à refinancer après votre refus de votre part n'était pas seulement du désespoir. C'était une tentative de colmater des brèches dont ils savaient l'existence. Des brèches liées à la fraude, pas seulement à de mauvais investissements. C'était ça. La véritable cause de leur panique, pas seulement la ruine, mais l'exposition. Ils n'avaient pas seulement peur de perdre leur maison. Ils avaient peur d'être impliqués, car ils l'étaient déjà. Je restais assis en silence, le laissant digérer. Mes parents, qui m'avaient abandonné pour soutenir Jacob, avaient essayé de protéger non seulement lui, mais eux-mêmes, leur image, leur illusion. J'ai regardé mademoiselle Evans. Et maintenant? Je ne recommande pas de porter plainte, dit-elle d'une voix ferme mais bienveillante. Ce n'est pas votre but. Vous êtes venu me voir. Pour la protection, la paix, pas la vengeance. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Mais elle a continué, les preuves que nous avons, c'est un moyen de pression. S'ils viennent. Si nous vous interpellons à nouveau, nous pouvons répondre avec clarté et force. Ils sont revenus. Pas directement cette fois. Un avocat. Un nom pompeux d'un cabinet familial. Des lettres pleines de vagues menaces et d'appels émotionnels, le tout habillé d'une simplicité juridique. Madame Evans a répondu. Juste quelques lettres soigneusement rédigées. Elle n'a pas bluffé. Elle a cité ce que nous avions. Les courriels, les virements, les preuves de complicité. Pas de menaces, juste des faits exposés comme de discrets avertissements dans un langage mesuré. Après cela, le silence a été quasi instantané, froid, absolu. Il savait que je savais. Il savait que je détenais la vérité. Pas de tribunal, pas de confrontation dramatique, juste l'effondrement silencieux de leur pouvoir sur moi. Une forme de justice douce, presque imperceptible. Et puis, alors que la nouvelle commençait à se répandre et que les murmures se répandaient, la fraude de Jacob a commencé à être partiellement révélée, non pas par moi, mais par les procédures judiciaires engagées par ses créanciers. La vérité n'est pas restée enfouie longtemps. Une fois la procédure judiciaire engagée et les créanciers affouillés, les failles dans l'histoire que mes parents avaient passé des années à construire sont devenues impossibles à percer. Se cacher. Les rumeurs ont commencé avec la famille élargie,
les cousins, les vieux amis de la famille, ceux à qui ils avaient emprunté de l'argent au fil des ans avec des sourires et de vagues assurances. Des gens qu'ils avaient manipulés, culpabilisés ou impressionnés par des histoires sur le génie de Jacob et leur foi inébranlable en lui. Mais maintenant, ces mêmes personnes voyaient la vérité. Non seulement ils avaient misé sur le mauvais cheval, mais ils avaient activement réprimé la pourriture qui se cachait derrière. Mes parents n'étaient pas victimes d'un cruel coup du sort, ils avaient joué leur intégrité, leurs économies, leurs relations, tout cela pour préserver l'image de Jacob, et ils ont perdu. Leur maison a été la première à disparaître. Je l'ai appris par une cousine qui m'a appelé à l'improviste, la voix basse et gênée. Je ne savais pas si je voulais savoir. Ils vivent dans une location maintenant, a-t-elle dit. Plus petit. Ton père a changé, comme si quelque chose s'était brisé en lui. Je n'ai pas répondu. Que dire? Leur retraite était partie. L'argent qu'ils brandissaient autrefois comme un badge. Preuve de supériorité, preuve de réussite, s'évaporait. Jacob risquait la prison. Même si cela ne semblait pas éveiller en eux une réelle contrition, juste un déni plus discret et s'effritant. Ce qui me frappait le plus, ce n'était pas la colère. C'était la vacuité de tout cela. Ils avaient tout sacrifié, leurs relations, leur confiance, même leur sens moral, pour l'argent et les apparences. Et maintenant, ils les avaient tous deux dépouillés. Pendant ce temps, ma vie commençait à s'épanouir. C'était lent, pas dramatique, mais réel. Le vide qui avait suivi leur séparation, le lourd silence qui m'accueillait le matin, commençait à se dissiper. J'ai trouvé une connexion authentique et nourrissante avec Linda, qui m'écoutait sans jugement et ne me donnait jamais l'impression de devoir gagner ma place dans sa vie. Avec des amis que je n'avais pas réalisé que j'avais tenus à distance, avec un thérapeute qui m'a aidé à faire le tri dans les ruines de ma famille et à comprendre que partir n'était pas une faiblesse, mais une question de survie. Je me souviens d'un après-midi assis dans le jardin avec Linda. Nous buvions du thé en regardant le jardin pousser. Je venais d'ajouter un nouveau carré potager, des haricots grimpants et maragoldes. Elle regarda autour d'elle et sourit. Tu as rendu cet endroit vraiment magnifique, tu sais. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. C'est comme si c'était le mien maintenant, ai-je dit. Plus qu'un simple refuge. C'est chez moi. La maison qui symbolisait autrefois la sécurité, une forteresse contre leur atteinte, s'était transformée en quelque chose de plus doux. Un havre de paix, un espace où je pouvais être, juste être, sans crainte de la prochaine demande, du prochain sentiment de culpabilité, de la prochaine manipulation. Le téléphone ne me donnait plus l'impression d'être une arme chargée. Le nœud dans mon estomac, celui qui se resserrait à chaque fois que je voyais leur nom défiler sur l'écran, s'est enfin dénoué. Il n'y avait plus d'appels inattendus, plus de messages désespérés, juste le silence et la paix. Je ne me sentais pas victorieuse. Pas comme les gens imaginent la victoire. Il n'y avait pas de jubilation, juste une tristesse silencieuse pour la famille à laquelle j'avais cru appartenir. La famille que j'avais espéré, prié, imploré, qu'elle m'aimerait pour qui j'étais, pas seulement pour ce que je pouvais donner. Mais sous ce chagrin, il y avait autre chose. La paix. Je m'étais choisi. J'avais tracé une ligne et j'ai tenu bon même quand tout s'est effondré pour eux. Même quand il aurait été facile de culpabiliser, de douter, de me précipiter pour sauver ceux qui n'avaient jamais pensé à me sauver. Et en tenant bon, j'ai trouvé quelque chose que je cherchais moi-même, sans le savoir. On parle de la famille comme si c'était sacré, comme si le sang était le seul lien qui compte. Mais ce n'est pas vrai. La famille, c'est celle qui est présente, qui respecte vos limites, qui ne vous demande pas de vous brûler pour les garder au chaud. J'ai dû partir pour apprendre ça. J'ai dû abandonner toutes les illusions que j'avais sur eux, sur ce à quoi l'amour était censé ressembler. Ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais tenir bon, même lorsqu'ils ont tout perdu, a été le moment où je me suis vraiment trouvée. Si vous avez déjà dû choisir entre vous-même et les attentes toxiques de votre famille, vous connaissez le poids de cette décision. Vous savez à quel point on peut être seul, mais vous savez aussi que c'est le seul moyen de construire une vie qui vous ressemble. C'est un chemin solitaire, mais il peut vous mener à votre véritable foyer. Quoi que ce soit et où que cela puisse être.